Alors bonjour Pascal, Bonjour Rosanne, comment vas-tu? je vais bien et je suis très très content d'être là aujourd'hui. Bah, plaisir partagé. Certes en visio, mais Mm, voilà, je tiens pas mal de projets en ce moment qui ne facilitent pas spécialement les déplacements, mm. mais très très content d'être là avec toi aujourd'hui pour pouvoir échanger. Eh ben, plaisir partagé. Et grâce à la visio, pour le coup, ça permet quand même de connecter avec des personnes partout en France et je trouve que ça a ce mérite-là. C'est quand même pratique, Oui, effectivement. tout à fait. Ça ne remplace pas les rencontres en réel, mais en tout cas, c'est une bonne alternative. Alors, pour les personnes qui vont écouter notre échange, première question que j'aimerais te poser, Pascal, qui es-tu? Ah, c'est une bonne question parce que j'ai 60 ans Mhm. et donc qui je suis? Je pourrais presque dire que je suis plusieurs personnes à la fois ou plusieurs personnes à la suite, parce que ma vie a été faite de différentes étapes et qui, à chaque fois, m'ont fait évoluer, m'ont fait changer aussi, personnellement, psychologiquement, caractériellement également. Donc, je suis un grand-père, parce que j'ai deux petits-fils, issus de ma fille aînée. J'ai deux filles, donc l'une qui n'a pas encore d'enfant, mais je suis un papa très jeune, puisque j'ai commencé ma vie professionnelle en même temps que ma vie paternelle. Voilà, à 18 ans, j'étais papa. Et ça a été pour moi déjà un premier déclic. Un premier déclic parce que quand on se retrouve papa à 18 ans, on n'est pas formé pour l'être. Les écoles n'apprennent pas à devenir maman ou papa. Ça, on ne l'apprend pas. C'est dommage d'ailleurs. Je pense que c'est un sujet qu'on va aborder au moins au lycée parce que c'est un sujet qui permettrait peut-être d'améliorer la communication entre parents et enfants. Et on n'apprend pas à être papa, et donc c'est l'école de la vie. Et j'avais une formation très particulière scientifique au départ, puisque j'ai fait l'école de l'air. L'école de l'air à l'armée, pourquoi? Parce que vocation, d'abord, bien évidemment, d'intégrer l'élite de l'armée de l'air, mais en même temps et surtout pouvoir faire énormément de sport, puisque j'étais au départ un passionné de sport, l'athlétisme en particulier. Mais j'y reviendrai un peu plus tard parce que l'athlétisme a toujours été, tout ce que j'ai vécu à l'athlétisme m'a servi tout au long de ma vie, euh, en termes d'objectifs, en termes de mesures de compétences, de mesures de dépassement de soi, etc. Ouais. Et donc, je quitte l'armée juste après avoir été papa. Et là, je me dis, il faut faire quelque chose pour l'avenir de mon épouse à l'époque et de ma fille. Donc, j'ai commencé tout en bas de l'échelle, tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire par un métier tout simple, c'est vendre des aspirateurs en porte-à-porte. C'est Ok. quelque chose qui est là aussi sacrement formateur. C'est pas l'école, mais c'est une autre école, c'est là aussi l'école de la vie et de la vente. Mm. Et puis rapidement mis en place dans un grand magasin parisien, toujours des aspirateurs. Puis la promotion interne, on est au tout début des années 80, avec un ascenseur social qui fonctionne parfaitement pour les gens qui s'en donnent la peine et qui ne comptent pas leurs heures de travail. Mm. C'est-à-dire que ça, depuis l'âge de 18 ans, on va dire que j'ai toujours travaillé 50, 60 heures par semaine pour justement atteindre des objectifs professionnels, progresser, inspecteur des ventes, directeur régional, directeur des ventes. Et il y a encore une vingtaine d'années, je rentre dans un métier totalement différent qui est l'édition. Dans une entreprise qui nous a permis de nous rencontrer, Mhm. tous les deux, dans le domaine de l'édition. Et là aussi, on réapprend un autre métier, on réapprend une autre façon de voir les choses. Et on progresse jusqu'à devenir directeur commercial et terminer, comme on dit vulgairement aujourd'hui, sur un malentendu. Voilà, C'est c'est-à-dire qu'à un joliment moment dit. donné, l'entreprise considère qu'il y a un malentendu entre elle et moi. Voilà, donc il a fallu quand même faire preuve de persévérance, mais ce malentendu s'est soldé par un accord et qui me permet aujourd'hui d'attaquer pour moi la troisième étape de ma vie. Ok. Pourquoi je dis la troisième étape? Parce que pour moi, la vie se comporte en trois étapes. Il y en a une où on en apprend. On est jeune, on est enfant, on apprend auprès de l'école, mais on apprend auprès des parents, auprès de son environnement, auprès des clubs de sport, auprès des animateurs de loisirs et autres.
On apprend de plus en plus en devenant collégien puis lycéen. Et puis, quand on rentre dans la vie active, eh bien, on doit quelque part mettre en œuvre ce que l'on a appris. Mais on apprend encore. Parfois même, il y a des contradictions entre ce que l'on a appris et ce que l'on apprend encore. Ça, c'est clair. C'est clair. Et donc, pendant toute cette vie professionnelle, eh bien, on capte des savoirs, on développe des compétences, et parfois on se demande jusqu'où ça mène. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est réellement ma vie? Dans les années 60, on parlait du métro boulot dodo. Quand on en parle encore. On n'en parle plus beaucoup du métro parce qu'on s'aperçoit qu'il est saturé. Donc aujourd'hui, c'est d'autres temps. Vélo, boulot, dodo maintenant. Voilà, vélo, boulot, dodo. Mais le boulot a pris de plus en plus de place. Pour ceux qui ont la volonté, soi-disant, de réussir leur vie professionnelle. Ensuite, il y a le troisième âge. C'est le cas du troisième temps, le troisième âge, qui est de transmettre. Ce qu'on va peut-être essayer de faire très modestement aujourd'hui, c'est de transmettre des ressentis, transmettre des idées, transmettre des expériences qui permettent justement à d'autres personnes de se dire « Ah, je ne suis pas tout seul à vivre ce que je vis actuellement. » Autour de moi, j'ai pu mesurer que dans les études, globalement, tout le monde veut passer la classe supérieure. Tous les enfants ont l'angoisse du fameux redoublement. L'éducation nationale a réglé ce problème, puisque aujourd'hui, sauf cas vraiment très exceptionnel, il n'y a plus de redoublement. Ensuite, il y a la peur de l'examen. Il ne faut pas que je loupe mon examen, parce que sinon, je ne pourrais pas continuer mes études. Alors, on révise, on travaille son examen. Là aussi, l'éducation nationale a réglé le problème, puisque maintenant, on arrive à des taux de réussite aux examens qui font que l'angoisse a considérablement diminué. Je surveillais l'autre jour auprès d'un article, enfin, je lisais dans un article que si nous, à l'époque du baccalauréat, nous étions à courir sur la grille du lycée pour lire notre nom sur la liste, aujourd'hui, très peu d'élèves se retrouvent devant le lycée, mais ou au bistrot ou dans un local à côté, sachant qu'ils ont les résultats par Internet. Il y a ce qui prouve bien qu'il n'y a plus vraiment cette crainte. Ouais, moi je l'avais quand même. Hein. Je suis allée à la grille. C'était il y a quoi maintenant? Il y a plus de 10 ans, mais. Et voilà, il y a plus de 10 ans. Ouais, non, ça y est, en fait, je suis plus. En fait, ça y est, il y a plus de 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est un petit coup de Ensuite, vieux, 98% de réussite au baccalauréat. Et pour faire quoi? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, alors, on peut critiquer les plateformes post-bac diverses et variées qu'il y a pu y avoir et que chaque ministre a mis en œuvre. En attendant, la question se pose toujours, qu'est-ce que je vais faire? Les parents veulent absolument que les enfants soient médecins, avocats, juristes, consultants, directeurs marketing ou autres. Ce qui est amusant, personne pense parfois vendeur. On parle grande école de commerce, prépa, grande école de commerce, vendeur, tout simplement. Ça, il y en aura toujours pour les millénaires à venir. Il y aura toujours quelque chose à vendre et quelque chose à acheter. Et en fait, eh bien, on a des jeunes qui n'ont que pour vision, que pour leur vie, la réussite professionnelle. Sachant qu'on se dit, si on n'a pas réussi professionnellement, on ne réussit pas sa vie. Exactement. Or, la définition de réussir sa vie, et c'est un petit peu ce que je voudrais aborder aujourd'hui, la réussite, c'est avec un grand R, parce que c'est réussir sa vie. Et comme nous le sommes en France, 66 millions de personnes, et pour ne prendre que la France, eh bien, il y a 66 millions de vies. Et il n'y a pas deux vies similaires, il n'y a pas deux vies identiques, alors qu'on voudrait globalement que tous les jeunes rentrent dans la vie avec un bagage, une vie professionnelle, et que s'ils ne trouvent pas de boulot, s'ils n'arrivent pas à avoir le poste qu'ils ont, ils ne vont pas réussir leur vie. Et ça, c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant parce que la vie professionnelle apporte énormément de satisfaction, parfois beaucoup de déceptions, et parfois même des grands traumatismes. Comment on peut dire aujourd'hui d'abord, la vie va se faire exclusivement sur le travail? Après, il y a un format, bon, on va se marier, on va avoir des enfants, on va acheter un appartement ou une maison. Il ne faut plus dire une maison, parce qu'il paraît que maintenant c'est un peu démodé, il faut acheter des appartements. Ce n'est pas écologique, la maison.
faut acheter un logement parce qu'il faut protéger. Donc, on a toujours ce souci de protéger la famille. La sécurité. Et puis, voilà, et on se met dans un schéma qui nous est tracé, qui est d'une culture ancestrale, hein, qui n'est pas d'hier, mais ce schéma qui est tracé et qui se referme peu à peu, un peu comme un carcan, et qui dit aujourd'hui, il me reste effectivement la satisfaction de réussir dans mon boulot et donc de pouvoir me partir au week-end avec les enfants, leur payer leurs études, à nouveau pour les mettre dans le même schéma. Quand les enfants grandissent et qu'ils s'en vont, on se dit, après tout, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est le fameux syndrome des 40 ans, qui amène souvent des explosions. Voilà, tout ça fait qu'on nous enferme dans un carcan. Or, la prise de conscience de sa vie, pour moi, elle se fait justement, non pas quand on est jeune, tout jeune, mais quand on commence à avoir l'âge, je dirais, dit de raison, 18, 20 ans, où on peut se poser les vraies questions, parce qu'on a déjà des exemples autour de soi. Est-ce que je me permets de te couper, parce que du coup, j'ai une question là qui me taraude depuis, je dirais, 2-3 minutes que je t'écoute. Ce que tu partages, je trouve ça très, très juste. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, je revois moi comment, en profil bon élève, voilà, j'ai été pleinement là-dedans, à cocher les cases, à avoir cette vision de la vie qui était présentée, alors plus socialement que par mes parents pour le coup. J'ai vraiment ressenti l'école finalement qui me préparait à être un pur produit de la société. Mais pour en revenir à toi et ton parcours, tu as partagé que très rapidement, donc tu as été papa, puis du coup, tu es rentré dans le monde professionnel et tu parlais d'ascenseur social qui fonctionne très bien. Et du coup, si j'ai bien compris, tu as pris. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu considères est-ce que tu es la cible de ce que tu dis? Est-ce que le Pascal entre 20 et 40 ans, je vais donner cet âge-là, ou peut-être à 40 ans, est la cible du message que tu transmets aujourd'hui? Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. En fait, entre 20 et 40 ans, je n'ai pas subi. Okay. Parce que j'avais véritablement le format de protéger ma famille. Okay. Quand on est papa très jeune, on se retrouve avec des responsabilités qui sont immenses face à tous les soucis de la vie, ne serait-ce que les problèmes de santé des enfants, les problèmes également d'intégration dans une société. Je suis arrivé en banlieue parisienne, arrivé de province, sud de la France, arrivé en région parisienne, c'est compliqué. Et il a fallu, dès le départ, faire face à tellement de difficultés qu'on n'avait pas la conscience réellement de ce que l'on vivait. La seule chose qui nous importait, c'était de nous battre face aux difficultés financières. On a démarré avec rien. Je me souviens que nous étions très contents parce que nous avions un capital à l'époque, au départ, qui nous paraissait, pour la province, presque 1 an de loyer. Et arrivé en région parisienne, ça faisait 1 mois et demi. Ah, déjà, ça calme. Que le salaire de mon épouse à l'époque servait pratiquement à payer le loyer et les fournitures pour le bébé, et que le mien payait la nourrice. Voilà, donc en gros, c'était ça. Donc quand on est sur un format comme ça, avec autant de responsabilités, on ne prend pas en considération en fait ce que peut être la réussite de sa vie. On prend en considération l'avenir proche, qui est le mois prochain, voire l'année prochaine. Ouais, les besoins, et l'ascenseur social, voilà. Tant que dans la pyramide de Maslow, on n'a pas couvert son premier étage, on ne pense pas au deuxième. Hein. Et c'est au fur et à mesure avec l'ascenseur social, en fait, où là, on commence à se dire, voilà, j'ai une certaine, pas stabilité, mais j'ai un certain train de vie aujourd'hui, ou pouvoir d'achat, on dirait, puisque c'est le mot qui est dans toutes les bouches actuellement. J'ai un certain pouvoir d'achat. Est-ce que je vais consacrer mon temps à autre chose? À l'époque, l'ascenseur social fonctionnait, il n'y avait pas d'inquiétude non plus au niveau, on va dire, du chômage. Quand on était dans le commerce, il y avait pratiquement entre 300 et 1000 offres d'emploi chaque semaine. Je me souviens d'un titre de l'Express à l'époque sur un numéro qui titrait « La France manque de 100 000 commerciaux ». C'était à l'époque dans les années 86, 87, 88. Donc, on n'avait pas cette crainte. Mais on savait que, en donnant le coup de collier,
on pouvait encore progresser. Mhm. Et en fait, on jouait sur ce côté-là. La motivation des années 80 et début 90, c'était de dire demain, tu seras chef. Demain, tu seras directeur. Demain, tu auras ton équipe, tu pourras la manager, tu pourras. C'était ça, en fait, la motivation. C'était de grimper et de se dire voilà, je vais arriver vers la reconnaissance. On cherchait la reconnaissance. Quand on a été sportif de haut niveau, on cherche la reconnaissance. Ouais. On cherche la performance. On cherche le titre. Ouais. Une expérience qui est assez intéressante. Quand on regarde les Jeux olympiques d'athlétisme, qui était le sport que je pratiquais, on ne se bat jamais pour un record. Ça n'intéresse aucun des athlètes qui s'alignent sur la ligne de départ. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le titre olympique. Pour les records, il va dans les meetings, parce que là, ça lui rapporte de l'argent. Mais c'est le titre. En fait, c'était exactement ça. On était dans cette démarche de compétition. Les années 2000 ont amené une autre évolution. Est arrivé sur le marché dans les années 2000 le phénomène des grandes écoles. Si on ne sortait pas de grandes écoles, on ne pouvait pas atteindre les sommets ou atteindre au moins les postes de management. Ouais. Il fallait sortir des écoles ou avoir une solide expérience. C'est là qu'on a commencé, dans les années 2000, à remplacer les quinquagénaires en disant les trentenaires arrivent avec des diplômes, ils ont les savoir-faire, ils vont remplacer et amener de la modernité. À partir des années 2000 a commencé justement un autre phénomène de compétitivité, qui était de dire comment je fais pour tenir mon job. Là, l'inquiétude a commencé à naître. Qui dit inquiétude, dit instabilité. Qui dit instabilité, dit mise en place d'une protection. Et donc, on bosse davantage. Donc, le cercle vicieux, il a été là. Il a été d'abord un cercle vertueux, puis un cercle vicieux. Oui. Et en fait, pour se retrouver à 58 ans, on dit, ça y est, ça suffit, mon tour est arrivé. C'est ça qui aujourd'hui me permet d'avoir l'entretien que nous avons ensemble, sur lequel nous avons déjà échangé par téléphone ou via LinkedIn. Voilà, c'est de dire, mais bon sang, il y a quand même un autre schéma. Oui, c'est clair. On n'est pas tous dans le même moule et il y a un autre schéma. Et l'autre schéma, c'est avant tout de se dire, où est-ce que je prends du plaisir? Exactement. Parce que la vie est un passage. Et où je prends mon plaisir. Ce que tu partages par rapport au titre, à la reconnaissance et finalement à un moment cette notion de ok, il y a du danger, il y a comment dire, oui, c'est ça, du danger qui arrive, voilà, maintenant ma place peut être remise en question. Je ne sais pas si c'est des mots que tu as déjà mis sur ce phénomène. Moi, ça me fait vraiment penser à la dynamique de notre ego, qui en fait, voilà, qui est une identité à laquelle on se raccroche, qui n'est pas nous, qui est qui je crois être et qui je crois devoir être pour exister. Il y a vraiment ce lien où on a l'impression que pour exister, en fait, j'ai besoin de ce titre, cette place, etc., etc. Et qui du coup, en fait, voilà, a besoin de cette reconnaissance et perçoit du coup l'autre comme un danger lorsque ce statut ou ce titre est remis en question. Et donc, est-ce qu'avec le recul, tu dirais qu'il y a eu une mort de l'ego aujourd'hui? Est-ce que déjà tu t'identifierais le fait que c'était cette part du coup, cette part de toi qui fonctionnait comme ça et qui, enfin pour le coup, moi je mets vraiment des nuances. L'ego, c'est pas une mauvaise chose, hein, on en a besoin, ça fait une part de nous et c'est important et il n'y a pas de mal à ça. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a eu un Pascal qui s'identifiait finalement à une identité qui n'est pas lui, puisque aujourd'hui tu as l'air d'être tellement plus que ça pour pouvoir avoir ce recul aussi, pour pouvoir observer ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu fais cette différence ou pas? Je fais cette différence et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs Pascal. Ouais. Parce que tant qu'on est dans la quête professionnelle, on est dans une quête professionnelle, une fois qu'on l'atteint, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'atteint, on se dit, ça y est, j'ai atteint mon objectif,
mais la quiétude ne vient pas avec. Ouais. Parce que, comme on le disait à l'instant, les risques augmentent. Il est très facile de redescendre, beaucoup plus compliqué de remonter. La concurrence était vive. Donc, en fait, cette quête professionnelle m'a amené à me dire comment je pourrais trouver, en fait, la quiétude ou au moins l'épanouissement dans mon travail. C'est là qu'il y a eu un changement de poste que j'ai construit à l'époque, qui était ce fameux département digital que nous avons créé au sein de mon entreprise, de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et là, j'ai pu m'épanouir parce que on est parti de rien, une page blanche. Et là, il y avait le côté un peu créateur qui se mettait en place. Une corde que je n'avais jamais eu à faire sonner. Donc, on part de rien, page blanche, pas de clients, pas de produits, pas de prix, pas de marché. Et on construit tout. On a eu des belles réussites, magnifiques. Derrière ça, je me dis que quelque part, si j'avais pu faire ça avant, ma vie aurait été automatiquement différente. Parce que, eh bien, au lieu d'avoir en fait la quête professionnelle, ça aurait été plutôt une quête de soi. C'est-à-dire d'aller chercher au fond de soi ses vraies ressources, ses vrais plaisirs, ce qui fait se lever le matin avec le sourire, ce qui donne envie d'aller rechercher des ressources là où on pense même qu'il n'y en a pas. Mais tout dans un but d'épanouissement. Et je me souviens quand on se retrouve à 54, 55 ans, après un gros entretien, avec un comité de direction, qu'on a le go pour la signature du contrat, je me suis vu remonter dans ma voiture et remettre un coup de poing dans le volant, comme lorsque j'avais 20 ans, en disant « Yes ». Eh bien, ça, c'est du vrai plaisir. En fait, que je n'avais plus vécu depuis des années avant. C'est ça qui, en fin de compte, pour ça que je dis qu'il faut que chacun trouve au fond de lui ce qui va l'épanouir dans sa vie. Et ça, on parle du job, mais il y a l'épanouissement social avec ses amis, il y a l'épanouissement culturel. J'étais avec Thierry Cohen, qui est un auteur que je connais bien, avec qui je partage beaucoup de choses, et qui disait « Et si votre projet de demain, c'était tout simplement d'écrire un livre ?» Combien de personnes autour de nous auraient envie d'écrire un livre? Et certains disent qu'en plus, ça peut avoir un côté exutoire de ces mauvaises pensées. Mais c'est ça, en fait, c'est d'aller chercher au fond de soi et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour se trouver soi-même. Réussir la vie, réussir sa vie, c'est d'abord s'épanouir. Alors, bien évidemment, on ne va pas vivre dans le milieu des bisounours. Il y a obligatoirement… Moi, j'aime bien le milieu des bisounours. À chaque fois, oui. on dit ça. Moi, j'aime bien. Non, mais c'est merveilleux. Je vois comme tout le monde merveilleux, bon, on a le côté conte de fées. Et donc, il faut l'entretenir. Oui. Mais bien évidemment, il ne faut pas non plus se cacher, se mettre possible. À ce moment-là, où il y a des bisounours, on peut se ranger du côté de Voltaire, où tout est possible dans le meilleur des mondes possibles. C'est assez intéressant aussi. Mais en fait, je crois que ce qu'il faut, c'est aller chercher au fond de soi ce qui nous plaît, ce qui nous motive, ce qui nous rend heureux. Ouais. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, au travail, et non seulement ne sont pas heureux, peuvent se rendre malheureux, et le malheur au travail amène à des problèmes graves de santé, de difficultés, etc., à surmonter la réalité. Ouais, alors le mot qui me vient vraiment depuis tout à l'heure là que tu évoques tout ça, c'est une forme de créativité, une créativité, de se connecter à une forme de créativité là par rapport notamment au projet que tu évoquais. Je pense que, enfin moi, ça fait écho à le début aussi de l'aventure entrepreneuriale, ou même lorsque j'étais dans mon précédent job où je faisais finalement de l'intrapreneuriat parce que j'avais tout à créer à partir d'une page blanche. Et effectivement, ça nous invite à aller, c'est des alibis, enfin c'est des expériences en tout cas qui nous en apprennent sur nous, comme le sport. Tu parlais de l'athlétisme
pour moi, voilà, la course à pied, c'était pareil. Voilà, ça m'a permis de me rencontrer et d'aller explorer des parts de moi voilà, que je ne connaissais pas. Mais ce que je trouve j'allais dire, c'est effectivement une démarche aujourd'hui à avoir et une démarche à avoir, je pense, euh, sociétalement parlant, enfin vraiment d'en avoir conscience à un niveau global parce que tu vois, je repense à mon petit parcours de vie. Voilà, moi, j'ai 29 ans, j'ai 29 ans aujourd'hui, mais tu vois, j'ai été pour moi un pur produit de la société, c'est-à-dire que en fait, je suis rentrée dans le moule. Et en fait, euh, là où il y a un moment, en fait, on se pose pas de questions quand on est le profil, j'allais dire le bon profil pour rentrer dans ces cases-là. Il y a aussi, je pense, un besoin d'être aimé, d'être reconnu, qui est aussi inhérent à nos humanités. On n'est pas des, Bien sûr. on est des êtres sociaux, on a besoin d'être en lien. Donc, si j'ai une place dans ce monde et que on me dit, moi, je sais que c'est un professeur qui me l'a dit, tu vois, j'étais partie pour être psychologue, alors psychologue à la base, mais quand j'ai rempli mes vœux sur admission post-bac à l'époque, maintenant ça s'appelle Parcoursup, je crois, je voulais faire psychomotricienne. Et en fait, j'avais rempli ces vœux-là, et puis il me dit, mais non, avec tes notes, va faire une grande école, fais une prépa. Et donc, bah, moi, je me suis dit, bah, lui, c'est mieux que moi. C'est Eh mieux oui. que moi. Il connaît. Il y avait aussi, tu partageais le fait que on a envie que les enfants fassent avocat, etc. Enfin, des métiers connus. Moi, j'ai découvert qu'en fait, je ne connaissais pas les métiers qui existaient. Tu vois, et encore plus aujourd'hui avec le recul, je me dis, je ne savais même pas que je pouvais créer mon propre métier. Là, c'est encore un autre paradigme, mais je ne savais même pas qu'il existait des métiers autres que les métiers connus qu'on voit, j'allais dire, dans les films ou les métiers connus. Et donc, en fait, il y a eu tout ce truc où on ne se pose pas de questions. Alors moi, je suis bah, du coup de la génération, effectivement, après les... Enfin, je suis j'allais dire du millénaire dernier, je suis née au millénaire dernier, mais voilà, je suis de la génération Y, donc je pense que la remise en question, elle est de plus en plus tôt, je pense, pour nos générations, par rapport peut-être à une crise de la quarantaine qu'on peut connaître du coup pour les autres générations. Et en fait, il y a vraiment un moment où, bah ouais, en fait, ça y est, j'ai tout, mais il manque quelque chose et il manque le goût de la vie. Et pour autant, une fois qu'on a ça, on a l'impression de se dire, mais ok, mais en fait, je sais pas, je ne sais pas parce qu'on m'a jamais appris à me demander ce qui était réussir ma vie. Parce que tu parlais des grandes écoles. Il y a un livre que je recommande qui est La révolte des premiers de la classe. Je ne sais plus qui l'a écrit, mais où justement, en fait, il parle de ce phénomène-là des jeunes en fait, qui sont arrivés du coup dans les grandes écoles, à qui en plus on a promis le titre, le statut, etc. etc. Et en fait, on fait des études, enfin, je pense que c'est en train de changer, mais nous, on faisait vraiment des études. Moi, j'ai fait des études RH pour être responsable RH, tu vois, pour être un titre. À aucun moment, on vient mettre en lumière le fait que derrière un métier, en fait, il y a des choses qui nous parlent. Pourquoi on s'est dirigé dans cette voie? C'est pas que je voulais pas faire responsable RH, c'est qu'il y a bien des choses, en fait, des indices. Mais je n'ai jamais fait de l'exercice de pensée. On ne m'a jamais invité à me questionner vraiment sur, ok, au-delà de ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire? Et ça, c'est une nuance qui est énorme. On n'a jamais, en fait, le cerveau n'a pas été habitué à associer, en fait, à regarder où est le plaisir dans ce que je fais. Et plus je sais faire des choses, et c'est, voilà, quand on a des postes en plus aujourd'hui où on fait énormément, énormément de choses diverses, où voilà, on parle d'employabilité, et ça a des aspects effectivement géniaux. Mais à un moment, je fais tellement de choses différentes, je ne sais pas. Effectivement, je n'ai pas remarqué spécialement. De temps en temps, je me dis, oh, c'était sympa. Oh, j'ai passé une bonne journée. Tiens, c'était sympa. Bah, c'est normal. Là, j'étais en interaction. Ça me ressemble plus. Ça me plaît plus. Mais, mais c'est pas évident. C'est comme si notre cerveau était pas câblé, en fait, là-dessus. Mais c'est un des problèmes aujourd'hui qu'on rencontre avec les différents stages de découverte en entreprise. Ouais. Ces fameux stages, je crois qu'au niveau de la troisième, c'est une semaine. Au niveau de la seconde, c'est une quinzaine de jours, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on découvre en entreprise? On découvre des métiers. Mm. Voilà. Alors, suivant. À la troisième, c'est assez simple. Généralement, on va dans l'entreprise de papa ou de maman, hein, parce que Ouais, c'est difficile c'est ça. de trouver facilement. Après, on commence à garder un petit peu un métier, sauf qu'à 15 ans ou à 16 ans,
comme tu le disais à l'instant, découvrir un métier, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'un métier? D'abord, les métiers de demain ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, on le sait. Et puis en plus, c'est surtout, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime faire? Alors, à 15 ans, on n'aime pas faire la même chose qu'à 18 ou à 25. Là aussi, les goûts évoluent. Mettre les gens dans un canal, les jeunes dans un canal, et les laisser dedans jusqu'à ce qu'ils arrivent au diplôme pour après se dire « j'ai quand même pas fait toutes ces études pour changer maintenant, c'est trop tard pour changer ». Exactement. Ben non, c'est pas trop tard. Parce que, on parle de l'université, pour bien son nom, c'est universel. C'est-à-dire que l'université, elle apporte de la culture. C'est une très bonne chose, dans une voie, dans une spécialisation. Mais à un moment donné, se poser la question auprès d'un jeune, de lui dire, ton objectif de vie, c'est quoi? Moi, actuellement, je fais du coaching auprès de jeunes qui sont donc post-bac, bac plus 2, bac plus 3, voire bac plus 5, soit qui sont en recherche d'alternance, soit en recherche de stage, soit tout simplement comment j'organise mes études et comment j'ouvre un peu au niveau de mes études. C'est une question que je leur pose systématiquement. C'est quoi ton objectif de vie? Quand ils me disent, bah oui, je recherche une alternance dans tel type de poste, tel type d'entreprise et compagnie, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Et ton objectif de vie, c'est quoi? Bah, je voudrais rentrer dans le marketing ou je voudrais rentrer dans la logistique, etc. On recommence tout. On met les pendules à l'heure. L'objectif de vie, c'est quoi? Parce qu'en fait, on en est toujours à créer ces fameux modèles que moi j'ai vécu, que tu as vécu 30 ans après moi, et qu'on continue. Moi, je reste quelqu'un de positif. Je suis persuadé qu'il y a un moment donné où on réussira à faire non seulement évoluer, mais à faire changer ce schéma. Il faut le changer, ce schéma. Parce que ce schéma nous amène à toutes les problématiques et les mécontentements et les profondes tristesses que l'on peut voir aujourd'hui. Je ne vais pas parler des burn-out parce que ça, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une tristesse, c'est une catastrophe. On arrive à détruire des gens par le travail. On arrive à détruire non seulement la personne, mais la famille dans laquelle elle est. Si c'est une maman, c'est un papa, ça détruit toute la famille. La petite, Mais juste par rapport à ce que tu viens de dire, référence d'un film à voir si ça résonne, Un autre monde de Stéphane Brisé. Absolument. C'est exactement ça. Le burn-out détruit les gens et la famille. Absolument. Mais la profonde tristesse, on la mesure également. Quand on voit des gens qui arrivent au boulot, la première chose qu'ils regardent, c'est quand ils reçoivent le calendrier de l'année suivante, c'est à quelle date sont les ponts, à quelle date sont faut-il poser le minimum de jours pour avoir un maximum d'absence, qui vont se battre pour négocier des RTT ou des récupérations ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils passent trop de temps dans leur travail, que le travail ne leur apporte pas la satisfaction qu'ils peuvent en attendre. Elle répond généralement, comme on disait tout à l'heure, à la première ligne de Maslow, qui est les besoins alimentaires, et qu'il faut leur apporter autre chose, une autre voie, qui peut être la création d'entreprise, d'auto-entrepreneurs. L'auto-entrepreneur a permis à beaucoup de personnes, enfin, de s'épanouir. On sait qu'il y a des formats de personnes qui ont un format de cerveau qui reçoit des difficultés à être managés ou à être encadrés. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir un patron, qui sont hyper créatifs, qui sont bosseurs, qui sont tout ce qu'on veut, mais avoir un patron, ils ne le supportent pas. Or, malheureusement, pendant très, très longtemps, s'il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas d'argent. Le format auto-entrepreneur a quand même aidé ça. Donc, il faut, je pense, passer ces messages-là. Moi qui ai 60 ans maintenant et plus, je transmets ces messages-là, c'est important, parce que ça veut dire, non, il n'y a pas que le métier. La vie n'est pas le métier, ou le métier n'est pas la vie. La vie, c'est un ensemble de choses. Et avant tout, ressentir du bien-être. Se sentir à sa place. Être soi-même.
Moi, j'ai vécu pendant 40 ans avec une chemise et une cravate. Aujourd'hui, on dit ça ne te gênait pas. Non, ça ne me gênait pas. J'étais moi-même. J'ai toujours, il suffit d'acheter le col de chemise à la bonne taille, la cravate ne sert pas. Oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais il faut que les gens arrivent à se trouver eux-mêmes pour devenir eux-mêmes et ce qu'ils ont envie d'être, automatiquement, avec des servitudes, hein, parce qu'on est obligé quand même parfois de faire des sacrifices où il y a des contreparties qui sont moins agréables. Si on trouve déjà son épanouissement, ce qui nous motive chaque jour, on va être beaucoup plus zen. Hein, et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important par rapport à ce que tu viens de dire, c'est d'avoir conscience que ça change. Ça, je crois que c'est essentiel aussi parce que c'est vrai que on a une vision très point A, point B, très figée des choses. Moi, je différencie vraiment une vision de la vie figée, une vision de la vie en mouvement, en fait. Et qui, du coup, pour moi, se distingue aussi de la façon dont on a de penser sa vie. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être les personnes qui nous écoutent, ont pendant longtemps pensé leur vie. Et voilà, moi, je sais que, par exemple, les RH, quand mon fameux prof m'a dit Rosanne, tu devrais aller faire une prépa. Moi, j'étais en scientifique. Je dis, ah non, je veux plus. Ça, je savais. Hein. Pour le coup, je savais que je voulais plus de physique et de chimie. Par contre, il me dit, non, mais commerce, voilà. Donc, je suis allée voir ressources humaines, j'ai vu humain, je suis allée dans cette démarche. En fait, on a une vision de je suis à un endroit donné et je dois aller à un autre, en fait. Et donc, aujourd'hui, quelles sont mes ressources et comment je fais pour aller à cet endroit? Et on me vend le métier comme l'objectif, alors que je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, mais pour moi, je le vois vraiment comme un alibi, le métier, pour ressentir en fait ce qu'on a envie de ressentir. Quand on se repose la question de notre bien-être, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au quotidien? Moi, je sais que j'ai envie de ressentir du lien, j'ai envie de ressentir le fait que je suis utile, que je suis en lien, que j'ai des conversations, etc. Bon, bah ok, mon activité, bon, aujourd'hui, moi, l'idée, c'est de la créer, mais il y a plein de métiers qui me permettent qui sont des alibis au service de ça. Et ce n'est plus l'objectif. Et une fois qu'on a ça en conscience, c'est de se dire, OK, ça c'est, il y a la réussite sociale, en gros, l'ascenseur social, etc. Je coche les cases et ça y est, je peux valider le fait que j'ai la vie parfaite. Sauf que si je ne la ressens pas, ma vie, en fait, je suis pas heureux. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit à un moment, c'est une illusion de croire que quand j'aurai ce salaire-là, quand j'aurai ce titre-là, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai, etc., et ben, je serai heureux. Non, non, en fait, ça, c'est une illusion. On parlait d'ego, c'est vraiment l'ego qui se raconte ça. Mais le bonheur, c'est dans des ressentis. C'est qu'est-ce qu'on ressent au quotidien à travers ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est un peu la même démarche que j'ai un exemple en tête hein, qui est dit, qu'on dit régulièrement. Quand on part en voyage, ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Exactement. En fait, c'est ça, c'est le voyage, c'est qui on va rencontrer, qu'est-ce qu'on va découvrir. Ouais. Et je pense que, en fait, tu as raison, du point A au point B, on est aveugle. Tant qu'on n'a pas atteint le point B, on est aveugle. Et quand on a le point B, eh bien, on est un peu orphelin d'un objectif. Ouais. Et donc, on attend qu'on nous en donne un autre. Alors, les entreprises font ça très bien aujourd'hui, et puis il y a même des entreprises qui utilisent un terme qui est excellent, c'est dans des entretiens annuels, très très bon élément, mais à conserver dans le grade, quoi. C'est-à-dire que quand on a vraiment atteint toutes les compétences de son poste, quelque part, les entreprises savent aussi dire, voilà, personne est à son poste, on la laisse là, elle travaille bien, donc quelque part, on s'en occupe pas trop, on va plutôt s'occuper des gens, soit qui sont en difficulté, soit qui ne travaillent pas. Mais cette personne-là, qu'est-ce qui va être sa motivation? Qu'est-ce qui va la faire avancer le matin? Et en fait, d'une situation qui était positive, on va enclencher une situation négative sans même s'en rendre compte. Parce que cette personne-là avait peut-être comme seule ressource de vie son travail. Tu parlais des RH, moi je ressens aujourd'hui une grande faiblesse à ce niveau-là. Les RH sont plus dans le côté structurel de l'entreprise que le côté réellement aujourd'hui individuel. Il faut l'excuser, on est passé de directeur du personnel à directeur des ressources humaines. Certaines personnes ont occupé les deux postes avec le changement de nom. D'autres
ont appris ce que c'était que la vraie ressource humaine. Mais en fait, la rencontre au quotidien doit permettre d'abord d'écouter les autres, parce que les autres sont source de bonnes idées. Et pour mener sa vie, ce qui manque souvent, parce qu'on ne nous les donne pas, parce qu'on ne nous l'inculque pas au départ, eh bien, c'est d'avoir des idées et de se dire, quand j'ai une idée, allons au bout de cette idée pour voir si elle me convient. À chaque fois qu'on a une idée qui est contraire un peu au schéma, aujourd'hui, on dit non, mais c'est bien ton truc, mais ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'avec ça, tu ne vas pas gagner d'argent. Non, mais ça, ce n'est pas une bonne idée parce que tu rentres dans la précarité. Ça, ce n'est pas une bonne idée parce que tu vas voir dans 10 ans, tu ne seras pas bien. En fait, si c'est son idée, qu'il aille au bout. On peut même l'accompagner, même si c'est pour l'aider au cas où justement ce ne soit pas une bonne idée, être là pour l'aider, pour l'accompagner. Oui, et puis dans une idée, il y a plein de choses et tout. Ben Il oui. y a une essence de l'idée. Après, il y a le format qu'on en a. Il est aussi conditionné par notre façon de penser parce qu'on a déjà vu qui existe. Mais en fait, ça se trouve, il y a plein d'autres formats qui existent dont on n'a pas connaissance. Il y a peut-être un format qu'on peut créer, etc. Et en fait, tout n'est pas à jeter, effectivement, parce que c'est pas viable. Il y a un peu cette idée de viabilité dans ce que tu... Voilà, on revient toujours à ce côté matérialiste. Rationnel Voilà, et de rationnel, penser. matérialiste. Parce que réussir la vie, c'est réussir gagner de l'argent. Non, non, Mais oui, gagner de effectivement. l'argent, c'est une chose, mais ce n'est pas réussir sa vie. Se tourner vers l'autre, en fait, va apporter. On se nourrit de l'autre. C'est des expériences que j'ai pu vivre au travail par des personnes qui faisaient preuve de bienveillance et qui étaient plutôt justement dans l'accompagnement que réellement dans le management, et qui me permettait de me nourrir, de me découvrir moi-même aussi des qualités. À travers l'autre. Parce que en fait, on parle de bilan de compétences, c'est bien. Bilan de compétences, c'est bien. On a des compétences, ok, maintenant on le sait. On fait le bilan. Mais voilà, on fait le bilan. Déjà, un bilan, c'est fermé. C'est figé. Cartésien. On y revient. C'est très cartésien. Mais au contraire, de dire, dis donc, j'ai décelé chez toi cette qualité-là. Parfois, c'est des qualités dont on n'a même pas conscience. Et puis souvent, enfin, la majeure partie, c'est incroyable. C'est-à-dire que les choses, du coup, pour lesquelles on est remarqué, pour lesquelles qu'on décèle chez nous, c'est tellement naturel qu'on on met pas de valeur dessus, en fait. Donc là, effectivement, enfin, c'est un truc, ça c'est absolument... c'est d'ailleurs là un tip qu'on peut donner à toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous avez envie de savoir quels sont vos talents, demandez à vos proches qu'est-ce qui dans vos proches pro perso, mais qu'est-ce que vous leur évoquez, quels sont pour eux ce que vous avez de particulier, et parce qu'on le voit pas et on met pas de valeur dessus parce que c'est tellement facile. On met pas de valeur. Et c'est tellement facile pour nous d'être, par exemple, là en conversation. Le fait, effectivement, c'est facile. Pour autant, en fait, on a tellement codé, et ça fait aussi partie de ce fameux schéma, on a tellement codé que pour réussir, fallait en bip, je vais pas être grossière, mais voilà, fallait trimer pour réussir, pour gagner sa vie, enfin que la notion de travail, de gagner de l'argent, etc., est reliée à l'effort, que comment c'est possible en fait que forcément si je dois aller développer des compétences, si je dois faire le bilan de mes compétences, voir celles que je dois améliorer, ce qui est naturel chez moi, ça n'a pas de valeur. Je vais même pas le regarder. Je ne fixe pas mon regard dessus parce que c'est pas ça normalement. C'est pas comme ça qu'on gagne sa vie ou qu'on réussit sa vie. Non. La réussite de sa vie, c'est ça pour moi. C'est vraiment se positionner dans un environnement qui est un environnement qui va me permettre d'être moi-même. Tomber les masques. Ouais. Tomber les masques. Ça. Ce que je fais depuis que j'ai quitté mon emploi professionnel, je peux me permettre justement de tomber les masques parce que je n'ai rien à prouver à personne. J'ai plus de besoins, on va dire, alimentaires. Ils sont du moins largement assouvis. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est justement cette discussion, ces échanges, ces enrichissements. Pourquoi j'aide également, je parlais d'un auteur tout à l'heure, mais j'en ai un autre, auprès de qui je suis en train de donner un coup de main actuellement, parce que je sais que c'est son livre, c'est un peu pour lui son objectif de vie. Il voulait justement raconter cette histoire.
Je l'accompagne, je l'aide pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout de son projet. Une chose qui est extraordinaire depuis maintenant bientôt 3 ans, tout bénévolement, et c'est extraordinaire. Parce que alors là, en termes d'épanouissement et de plaisir, ce n'est plus que ça. Et pourtant, je me mets des objectifs. Je prends les choses très au sérieux et je me mets des objectifs. Mais en fait, quand on arrive à assouvir ce premier étage de Maslow, ça suffit. Ça suffit. Savoir prendre du plaisir avec ce que l'on a et non pas avec ce que l'on pourrait avoir. Se contenter de ce que l'on a, c'est pas se contenter, c'est remarquer que ce que l'on a est déjà quelque chose d'exceptionnel, en mesurer réellement que ce que l'on a, c'est bien, ça permet de vivre, de se nourrir, de se loger, de pouvoir avoir une vie sociale, peut-être pas de faire du bateau à fond les balais sur la Méditerranée chaque été, mais il y a d'autres plaisirs. Et en fait, d'aller vers les autres pour partager avec eux des moments exceptionnels. Parce que chaque moment de vie est exceptionnel. Je disais que chaque moment que l'on vit, on a une chance inouïe, c'est au moins de l'avoir vécu. Alors que malheureusement, quand on n'est pas bien, quand on est étouffé par une vie qui ne rend pas heureux ou qui ne permet pas d'épanouissement, on se dit, bah, chaque moment qui est passé, ouf, il est passé, ça c'est fait. Non, chaque moment doit se savourer. Quand on passe un week-end avec des amis, ou même un repas, ou même un apéro, tout simplement, ou autre chose, hein, une tasse de café, on échange, on discute, et c'est un enrichissement. Tout ce que va apporter l'autre. Voilà. Ça rejoint, si on reprend ce que tu partageais sur le voyage et le chemin. Moi, j'ai l'image là d'une. En fait, c'est aussi très lié, on en entend beaucoup parler, mais tout ce qui est pleine conscience aujourd'hui, la conscience, Voilà. le moment présent, etc. Alors, c'est vrai que moi, pendant longtemps, effectivement, je fais de la méditation, mais ça me parle et ça me parle pas à la fois. C'est-à-dire que j'ai besoin, et ça, c'est aussi important peut-être pour les personnes qui nous écoutent, de se dire, en fait, l'équilibre de vie, c'est quoi? C'est d'avoir un cap et d'être dans le moment présent. C'est en fait c'est une sorte de graphique là où vous avez la droite au milieu et c'est cet équilibre. C'est-à-dire que si je suis toujours dans le futur, je me perds dans le futur, je ne vis pas le présent. Si je suis effectivement que dans le présent, alors ça peut être très bien, hein, ça peut être l'état de sagesse, vraiment de plénitude. Et là, il y a des maîtres en la matière. Pour autant, voilà, c'est pas forcément l'idée, c'est pas être que dans le présent, c'est de savoir allier en fait les deux, de savoir en fait, ok, je sais, on parlait de sa place, de sa direction. L'idée, c'est pas forcément d'avoir des objectifs très clairs parce que on peut se perdre dans ces objectifs-là, mais un cap, une direction, tout en étant dans le présent. Parce que ce qui est absolument magique, c'est quand on a cette vision-là. Si on reprend le voyage et le chemin, moi je vois une rando là, je me vois en plein milieu d'une vallée dans le Beaufortin, hein, tu vois, je suis, je suis là-bas et donc je sais où je veux aller. Voilà, ma montre m'indique que ma direction, c'est le col qui y a juste devant moi. Allez, le Cormet de Roseland. Dans le Beaufortin. Ouais, le Cormet de Rosande. C'était pas celui-là, mais oui, effectivement, ça c'est absolument sublimissime. Et en fait, donc, je peux me focaliser sur cet objectif-là. Mais je vais être dans ma tête focalisée sur ce moment-là. Une fois arrivé, bon, de toute façon, c'est magnifique là-bas, donc bon, on est plutôt surpris voilà, en positif qu'en négatif, mais parfois on peut être aussi déçu de se dire, bah voilà, j'ai imaginé tellement ça fort, et finalement, bah, je ne ressens rien arriver là-haut. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, je sais où je vais, mais parce que pendant ma rando, je vais aussi être sur le chemin, vraiment sur le chemin, et regarder autour de moi. C'est peut-être là que je vais voir déjà des choses autour de moi que je n'avais pas imaginées, et peut-être un sentier que je n'avais pas imaginé non plus, que si je regarde, en fait, il peut peut-être m'amener sur un point de vue qui n'était pas prévu. Et en fait, c'est là où on est alerte, donc on a effectivement nos directions, mais on n'a pas des œillères non plus. Et c'est ce qui fait en fait qu'on peut aussi se réadapter les choses, bouger, parce que peut-être qu'on n'avait pas prévu qu'en fait, il y a un orage sur le col là où on doit monter. Donc peut-être que c'est pas la meilleure solution. Oui, mais si je me suis mis dans la tête que c'était ce que je voulais, bah, finalement, je vais monter, je vais être frustrée et je vais me Voilà. dire c'est un échec. Alors qu'en fait, non, c'est cette flexibilité aussi et de revenir à cette flexibilité, adaptabilité et voir la vie. La personne que je suis quand je démarre la rando, c'est pas la même quand je suis au milieu de la rando, c'est pas la même quand je Absolument. suis en haut. Et d'être capable
de regarder de temps en temps, d'avoir cette posture aussi de l'observateur et de remettre un petit peu les choses en perspective et en question. Après, par rapport à ce que tu partageais, j'avais envie de revenir sur un point. Hum, Euh, je me fais souvent l'avocat du diable, mais je vais avoir des personnes, j'entends déjà les voix des personnes qui vont dire, bah ouais, mais c'est bien beau, mais moi j'ai des bouffes justement à nourrir. Aujourd'hui, hum. j'ai 40-45 ans, je me suis construit une prison dorée, j'ai peut-être 50 ans, peut-être 55 ans, et aujourd'hui, j'en ai pour encore potentiellement 10 ans, parce que je suis plus proche, si proche de la retraite que ça à 55 ans. Je sens en fait que bah ouais, j'ai été satisfaite de ma vie à un moment, mais qu'aujourd'hui j'aspire à autre chose. Si vraiment je m'écoute, il y a une sorte de mise à jour sur le chemin qui m'invite à me dire que peut-être qu'il y a peut-être un autre chemin à prendre. Pour autant, aujourd'hui, ma vie, elle est construite autour de cette prison dorée. Enfin, dans cette prison Oui. dorée. Elle est construite en fonction de ce que j'ai construit par le passé. Hum. Quel est ton regard par Alors qu'en rapport à ça? fait, c'est déjà quand la personne se pose cette question-là, c'est elle se reconnaît comme étant euh, avoir atteint un objectif et être en quête d'un autre. Mhm. Parce que si on se dit, bah, je suis un peu dans ma prison dorée, c'est-à-dire que oui, le mot prison est quand même prononcé. Mm. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on prend conscience qu'on n'a plus vraiment d'objectif, sauf de celui de maintenir le niveau ou le train de vie ou les habitudes que l'on a ancrées. Or, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui de changer de vie. Parce que Mhm. là, il faut rentrer dans un vrai changement de vie. Alors, ce n'est pas pour autant négliger, ça peut être un changement de vie via un changement professionnel qui va redonner de nouveaux moteurs. Mais ça peut être aussi un changement de vie par rapport à un développement extra-professionnel. Les deux sont possibles. Un développement extra-professionnel, ça peut être l'associatif, ça peut être de développer une activité sportive ou de ressourcing, etc. Parce que, comme on disait à l'instant, on est vite blasé par le quotidien. Mais le changement de vie, c'est aussi de dire qui va m'accompagner. Si je suis en couple et avec des enfants qui sont en études à 7 ou 8 000 ou 10 000 euros par an, il est évident que ça va être plus compliqué parce qu'on va avoir ce déficit financier qui va modifier ma vie, mais également celle de mes proches. Donc c'est quelque chose qui se construit en famille ou qui se construit au moins déjà avec ceux qui partagent encore le nid familial. Mais c'est surtout une recherche d'opportunités et de reprendre confiance en soi et en ses propres qualités et en ses propres savoirs et savoir-faire que l'on va pouvoir effectivement dire, et après tout, et si je me lançais, si j'allais vraiment enfin faire ce qui me motive, certes au détriment d'une perte financière, mais cette perte financière, si on s'est acquis avec le temps des bases suffisamment solides, elles peuvent se vivre. C'est plus compliqué pour quelqu'un qui a vécu dans la précarité, payant un loyer en touchant un salaire mis vraiment le bas et qui fait juste payer le loyer. C'est plus compliqué à se dire, on va prendre le risque d'une précarité. Si, parce que la précarité, tu l'as déjà. Mm. En fait, c'est les cadres sup qu'on voit souvent à passer 50 ans Mm. qui se disent, bon, à un moment donné, la roue va tourner et je sais que la prochaine brouette, je vais être dedans. Pas de charrette, pas de brouette parce que ça se fait généralement par petits lots. Mais c'est pas grave en soi. Puisque de toute façon, tu en es conscient, ça va se passer. Donc, il y a deux façons. C'est soit d'être réactif, d'attendre que ça se passe, et puis de se dire, bah, après tout, tant que je gagne, j'en joue. Ou au contraire, d'être proactif et de dire, je ne veux pas aller au traumatisme, mais je vais déjà commencer à me construire quelque chose à côté. Mm. Or, il y a plein aujourd'hui de métiers ou d'activités, ou du moins qu'on peut construire, en même temps qu'on est en activité, Mm. qui se préparent. Mm. Et le jour où on décide de basculer d'une activité à l'autre, on a déjà des bases qui sont faites. On a multitude de dispositifs d'accompagnement aujourd'hui. Il y a plein d'accompagnements
se changer de vie, entre guillemets, professionnelle. Mmh. Mais je ne voudrais pas que ce soit seulement le changement de vie qui soit automatiquement que professionnel. Non. Un changement de vie, ce n'est pas professionnel. L'activité va permettre, la nouvelle activité va me permettre de changer de vie. Mmh. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire d'apporter de l'importance à ceux qui peut-être n'en avaient pas, ou du moins n'en avaient pas conscience, mais donner de l'importance à ce qui va permettre de s'épanouir, permettre de se retrouver soi-même. Mmh. Et si on se retrouve soi-même sur les 20 dernières années de sa vie, c'est déjà pas mal. Ouais. Même si on est passé 40 ans à côté pendant 40 ans, Mmh. parce qu'on en savoure encore davantage justement le bien-être que ça apporte. Et c'est cette base-là aujourd'hui que je dis, il faut pas regarder derrière, il ne faut pas regarder ce que l'on peut perdre, il faut Exactement. regarder ce que l'on a à gagner. Et à gagner aujourd'hui, c'est d'abord le bien-être de soi, et le bien-être de soi génère le bien-être des autres. Mmh. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Au sein de sa famille, ok, il n'y aura peut-être plus la crème fraîche dans la soupe, mais par contre, il y aura le sourire autour de la table. Il n'y aura plus les crises d'angoisse, les dimanches soirs qui sont déjà des lundis matins, où on commence à faire la tête à 17h parce qu'on pense à la réunion du lundi matin, où, ah, je n'ai peut-être pas été parfait là-dessus, je risque de me faire tirer à vue là-dessus. Le vendredi soir qui se termine à 22h, parce qu'on ne veut pas quitter le bureau tant qu'on n'a pas terminé complètement ce qu'on devait faire dans la semaine. Le dimanche matin où on va se connecter, parce que on ne sait jamais, des fois que mon DG m'a envoyé un mail. C'est tout ça, en fait. La famille en pâtit. Mmh. Et à un moment donné, eh bien, ce changement de vie, c'est d'abord d'aller chercher le ciel bleu, quoi. C'est d'enlever un peu les grands arbres qui masquent le ciel, se dire waouh, là il y a une belle clairière, une belle éclaircie. Certes, oui, s'il pleut, je suis moins protégé, mais au moins je peux voir. Ouais. Pour moi, c'est ça en fait qui est important. Après, il y a également, ce qu'il faut se dire, c'est que le réseau social Mmh. accompagne, le réseau social aide. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. Quand je parle du réseau social, ce n'est pas obligatoirement les réseaux Sociaux. digitaux. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, c'est des réseaux d'amis, La de famille, connexion. de cousins, les connexions que l'on a autour. Mmh. Et il y a la spiritualité. Il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans le bien-être et dans l'épanouissement, on peut élever quand même son cerveau autrement que de la manière la plus cartésienne, à cocher des cases, comme tu disais tout à l'heure. Je Mmh. pense que se retourner vers la nature, se retourner vers son corps, écouter son corps, parce qu'on réglerait pas mal de problèmes également de rhumatologie si on écoutait son corps et si on était un peu plus épanoui Mmh. et dans le bien-être. Moi, si j'ai encore mal au dos, c'est parce que j'ai forcé pendant quelques heures sur le jardin. Mais Mmh. c'est pas parce que je suis resté assis à mon bureau devant mon écran. Mmh. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est d'aller retrouver, je parlais du jardin, le bonheur de planter une graine et d'aller récolter 3 mois après Ouais. les légumes, les fruits. C'est extraordinaire ce que ça apporte. Mmh. Parce que c'est l'évolution de la vie. Cet épanouissement, il faut le chercher en dehors de la caste professionnelle. Mmh. Parce que la Et, caste professionnelle, elle enferme. et le voir Sauf vraiment si comme. on est, sauf si on est consultant, où là, à la limite, c'est vrai qu'on arrive encore à trouver un épanouissement par les différents clients ou les différents contacts. Après, c'est chacun, ça c'est aussi très important, c'est de pouvoir remettre en perspective que chaque personne, en fait, on n'est pas tous là. Tu parlais spiritualité, moi, c'est Hum, quelque chose auquel je me suis ouvert ces dernières années aussi dans le cheminement. Je pense que c'est assez intéressant de voir que dans les cheminements personnels, on arrive souvent à un moment où, ah oui, on se rend compte notamment que les choses sont d'une certaine fluidité quand on est plus hum. aligné, etc. Donc, c'est des choses qui interpellent. J'ai perdu ce que je voulais dire. Tu vois, je suis partie là, je me suis Ouais, ouais, connectée. c'est ça. Je me suis connectée. Ah non, je sais plus. Attends. Non, mais en fait, on est tous différents. Tu Oui, c'est disais, ça, oui, on est exactement, c'est différents. ça. Voilà, et c'est vraiment d'avoir conscience de ça et de mettre en lumière le fait que il y a des personnes dont l'œuvre dans cette vie, ça va être par exemple
d'avoir une tribu familiale. La famille va être une valeur extrêmement forte pour elle. Il y a d'autres personnes pour qui, en fait, effectivement, la contribution au monde à travers notamment le travail est une valeur extrêmement forte et quelque chose, un driver, un moteur, en fait, dans leur vie. Pour d'autres personnes, ça va être, j'en sais rien, moi, voilà, plus l'art, en fait, la créativité, enfin, peu importe. Et en fait, il y a aucun jugement de valeur à avoir là-dessus. Déjà, parce qu'effectivement, on nous vend la réussite sociale et le CDI, le grand groupe, etc., le salaire, etc., etc., etc. Ça, voilà, c'est le format de la réussite qu'on nous vend. Mais sa propre réussite, elle vient en fait nous questionner sur, OK, en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui m'anime? Et en plus d'avoir conscience que ça change au fur et à mesure de la vie, en Bien fait. évidemment, Ça les évolue. valeurs évoluent. Les Exactement. valeurs évoluent parce qu'elles s'enrichissent certaines, Mm. d'autres ne s'appauvrissent pas, mais s'amenuisent tout doucement, tout simplement parce que soit d'autres valeurs ont pris le dessus C'est et nous ça. motivent encore plus Mm. et nous révèlent. Mm. En fait, c'est au travers de nos valeurs qu'on va se révéler. Et c'est les On ne peut valeurs qui être sont, bon qu'à partir du moment où on est dans nos valeurs. c'est ça. Et les valeurs sont au cœur de toute façon. C'est ça, en fait. C'est vraiment de revenir à Et qu'est-ce qui est plutôt que de faire des important bilans pour de moi. compétences, Mm. plutôt que de faire des bilans de compétences, si on faisait des bilans des valeurs. Ouais. Mais un bilan de vie, en fait, c'est vraiment de Oui. venir repositionner. OK, Tu qu'est-ce que je veux t'imagines dans à ma vie? 25 ans, à 25 ans, faire un bilan des valeurs, Bah, c'est plus ou savoir moins ce que j'ai quelles fait, sont hein. vraiment, voilà, Ouais. quelles sont vraiment tes valeurs. Qu'est-ce Le qui est important dépassement pour de moi? soi, ben voilà, le dépassement de soi, il peut être partout. Mais tout simple, comme tu le disais, c'est l'art, c'est la création, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement la proximité avec la nature, Mhm. cette fusion, même pour certains, avec la nature. Mhm. Je pense qu'un berger aujourd'hui qui continue son métier de berger, je regardais parce qu'on parle des transhumances en ce moment, un berger qui continue son métier de berger, la valeur, c'est pas la valeur sociale, c'est pas la valeur travail, C'est ça. c'est la valeur de la nature, de son troupeau et des côtés des habitudes ancestrales, des coutumes ancestrales qu'on veut défendre et qu'on veut encore faire vivre. Je pense que, euh, encore une fois, on est toujours à faire des bilans de compétences, des bilans de ceci. Mhm. En fin d'année, il y a le fameux bilan annuel Mhm. avec les prospectives pour l'année suivante qui généralement sont assez simples parce qu'elles sont très souvent unilatérales. Mhm. Mais d'essayer de, au contraire, regarder la personne et lui dire on perçoit chez toi cette valeur-là, Mhm. on sent que tu es attaché à cette valeur-là. Qu'est-ce qui, dans ta mission, ne serait-ce que dans ta mission, pourrait te raccrocher ou te reconnecter avec cette valeur? Mhm. Parce que c'est ça qui va apporter Le sens l'épanouissement, profond, exactement. le sens profond du Mhm. pourquoi on Mhm. fait telle ou telle Pourquoi je chose. fais les choses, exactement. Et ça, Pourquoi je fais ça? tu vois, on parlait de sport, par exemple, tu vois, Hum, par exemple, le dépassement de soi. Moi, c'est quelque chose que j'ai exploré dans le sport, que pour le coup, je sais que j'ai ça en moi. Pour autant, c'est quelque chose qui s'exprime dans le sport et que je n'ai pas envie de ressentir dans le travail. Moi, dans le travail, Voilà. j'ai envie de ressentir un espace. Et donc, c'est aussi intéressant. Tu parlais des différentes parts de toi, enfin, des différentes facettes de Hum, toi. Et c'est aussi ça qui est extrêmement important. Je pense enfin, on peut partager comme message. On a plein de facettes en nous. Et c'est aussi de décider laquelle on a oui, envie de faire vivre dans tel espace, dans tel domaine de vie, et de effectivement voir la vie comme un tout avec tout un tas de choses et se dire, OK, le travail aujourd'hui, quelle facette de moi j'ai envie de faire vivre dans ce domaine-là. Moi, effectivement, tu parlais de connexion à la nature, c'est des choses qui me parlent aussi énormément. Bah voilà, moi, je sais que c'est dans un domaine, c'est dans hum, un espace de ma vie qui est autre. Mais en fait, ça implique quoi? Ça implique de se réapproprier sa vie. Et se c'est réapproprier sa ça. vie, c'est de venir regarder sans jugement, sans comparaison avec ah oui, tu entends telle personne, d'ailleurs elle a fait un podcast, elle s'est reconvertie, elle a changé de vie, et puis tu vois, elle a tout quitté pour. Mais en fait, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Ça, je Non, pense que c'est important. C'est peut-être pas ce que vous voulez. La, la, c'est la, pas la, obligatoirement voilà, la finalité, changer de vie, c'est changer de regard sur sa vie, c'est c'est se ça. réapproprier sa vie et remettre du choix. C'est-à-dire être en conscience finalement et peut-être Hum, de poser le fait que, ah oui, quand je regarde factuellement, aujourd'hui, ce qui me semble en fait être primordial, c'est que j'ai envie d'avoir du temps avec ma famille. Et je me rends compte finalement, en refaisant le point, que mon job, il me permet quand même d'avoir mes congés, mes week-ends, que j'ai pas à me soucier justement de cette organisation-là. Alors qu'effectivement, si là, je me mettais tout de suite à lancer un projet, bah, j'aurais peut-être pas cette disponibilité d'esprit que là j'ai hum, parce que bah, mon travail, même s'il ne m'épanouit pas forcément, on parlait de burn-out, mais il y a aussi
voilà, l'ennui, le manque de sens, etc. Si on n'en est pas dans ces états-là, bah, peut-être qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui est primordial pour moi dans ma vie, c'est ma famille et que mon travail est un alibi pour me permettre de Absolument. vivre ça. Et donc, je Et ça remets, devient un alibi. j'ai la Ce même n'est plus vie. un objectif. Voilà. Exactement, j'ai la même vie, mais pour autant, je la vis pas du tout pareil parce que je sais pourquoi je fais les choses. Tu prends un exemple, tu parlais de facettes tout à l'heure, ce qui m'est revenu une phrase qu'on m'avait dite un jour. On m'avait dit que chaque personne est une boule à facettes. Ouais, Lorsqu'elle s'arrête de tourner, effectivement, on la voit et elle ne révèle qu'une partie de ses facettes. exactement. Et donc, bon, on voit qu'elle brille, d'accord. Quand on la met à tourner, elle devient à ce moment-là à éclairer partout les autres et en fin de compte à briller de mille feux. Mm. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Il faut être toujours à essayer d'exploiter toutes ces facettes. Parce que ce sont toutes ces facettes personnelles qui vont trouver à un moment donné résonance et qui vont, en fonction des périodes de sa vie, en fonction de l'évolution de sa vie, il y a des facettes qui vont s'agrandir et d'autres se réduire et vice-versa. Mais il ne faut surtout pas considérer qu'il y a quelques facettes à exploiter parce qu'à un moment donné, eh bien, elles vont s'éteindre et on n'aura plus rien. Le nombre de personnes qui se retrouvent perdues, profondément perdues, voire en dépression, au moment du passage à la retraite. Oui, ouais, Parce qu'on parle beaucoup de burn-out. Alors on dit, oui, mais quand je serai à la retraite, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. exactement. Le fameux Ouais. rêve de la retraite. Et puis on se retrouve à la retraite, puis bon, bah, je le ferai, oui, mais je ne m'y suis pas encore mis, mais je m'y mettrai. Et puis non, en fait, euh, c'est ça qui est important, c'est que lorsqu'on a exploité d'autres facettes dans sa vie que le métier, ben, le passage à la retraite, c'est ni plus ni moins que quelques facettes professionnelles qui vont s'éteindre, Mm, alors que d'autres qui étaient déjà allumées vont s'agrandir. mm. Et voire même elles ne s'éteignent pas, parce que même à Ouais, la elles peuvent retraite, se on peut transformer. aider, elles peuvent se transformer et transmettre justement aux plus jeunes et transmettre à d'autres, ou aider des gens qui ont des projets et les accompagner. En fait, c'est ça qui est important, c'est ce côté transmission. Donc les facettes, c'est un peu ça. Certaines vont briller plus ou moins, suivant comment elles vont être sous le feu de la lumière, hein, le fameux spot qui vient les éclairer. Et pourtant, les étoiles, il y en a partout autour. Hein. Mm. C'est vraiment ça, elles vont diminuer ou augmenter en fonction des étapes de vie. Et elles peuvent Et être comme tu viens de le paradoxales. dire, et ça peut être paradoxal. Et à 55 ans, la personne, du moment que son travail, à un moment donné, n'est plus un objectif, mais seulement un alibi, pour pouvoir développer une autre valeur, ça peut être là. Tiens, en fait, je voudrais bien justement passer du temps à créer, à écrire, à peindre, à prendre des cours pour dessiner, Mm. parce qu'il faut trouver des exutoires qui permettraient, qui soient suffisamment captivants pour justement créer une sorte de cloison un peu étanche. Parce que c'est ça aussi, on peut dire que c'est un alibi, mais quand on est en surmenage, Mm. il faut savoir faire la part des choses, prendre le temps justement de dire, je trouve une activité exutoire qui me permet de pouvoir supporter aussi cet alibi, Mm. d'éviter justement Et de le réadapter quand même. Si on en arrive à du de le surmenage, réadapter. il y a vraiment Absolument. important de. Mais quand on arrive déjà à le cerner, Mm. c'est-à-dire à lui mettre un Ouais. début et une fin, Mm. il est beaucoup plus facile après de le réadapter encore. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes travaillent des bornes Oui. de tous les côtés. Je Ouais. prends le cas, on voit les réactions aujourd'hui du télétravail, Mm. des gens qui sont beaucoup mieux au travail parce que au moins 2 jours ou 3 jours par semaine, ils font plus de 2 heures de transport en commun. Rien que ça, déjà, c'est polluant parce que c'est autant d'énergie et de fatigue qui n'est pas productive dans le travail et qui l'est encore moins dans la vie familiale. Mm. Donc, en fait, je ne pense pas que pour beaucoup, il y ait beaucoup de personnes dont la valeur est de passer du temps dans les transports. Mm. Donc, je Mm. pense que voilà, tout ça, on le voit aujourd'hui, on le mesure. Mm. Et on voit des personnes qui même n'ont plus envie de revenir au bureau. Ouais. Parce qu'ils se disent, après tout, le travail est un alibi, j'ai la même productivité que lorsque j'étais au travail. Pourquoi j'irais m'aliéner à me taper les transports, etc., pour Mm. chaque jour faire mes heures de travail. Je pense que c'est une vraie réflexion qui doit se faire de la part des gens qui travaillent, mais également de la part des gens qui les managent ou qui les encadrent. Mm. C'est de se dire, mince, c'est vrai qu'on a toujours mis des objectifs de travail, de productivité, de présence, mais en fait, qu'est-ce qui motive réellement cette personne? Mm. Et à ce moment-là, d'adapter aussi, parce que le management,
c'est d'adapter à chaque individu si on veut qu'il soit efficace. Exactement. Sinon, c'est plus du management, hein, c'est de l'encadrement. Ouais. Et pour juste rebondir par rapport aux facettes, je disais que c'était paradoxal. Et ça, je pense que c'est. On a en fait, dans les profils, je pense, qui se retrouveront dans ce qu'on partage, on peut avoir tendance à avoir beaucoup de jugement. Aussi, on a tellement eu ce schéma de définir ce qu'est sa vie, de penser sa vie, d'avoir une réflexion et de se dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste, voilà ce qui est sécure, voilà ce qui n'est pas, d'avoir cette réflexion, j'allais dire, assez tranchée, parfois binaire, mais qui manque presque de nuances et d'ouverture. Mais c'est juste une mécanique de pensée, ça se transforme grâce d'ailleurs à des conversations, à tout ça. Et en fait, on peut avoir tendance à juger des parts de nous, pensant qu'elles ne sont pas compatibles avec d'autres parts de nous. Moi, j'ai eu ce moment de me dire, mais en fait, je comprends pas, j'ai besoin d'être lien. En fait, j'aime les gens et en même temps, je les déteste. Et ça a été, je caricature la phrase, c'était pas tout à fait ça. Mais en fait, j'avais autant besoin de liens que de solitude, autant besoin de structure. Je peux être très carré. Les gens, c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait remarquer, où effectivement les choses peuvent être très claires et très rangées, très cadrées. Et pour autant, j'ai aussi, et moi je ressens plus ça, un énorme besoin de bordel, de créativité, de flexibilité, d'ouverture, en fait justement de faire péter ces carcans. Et donc en fait, c'est un moment quand on va explorer ça, c'est extrêmement important de en tout cas, enfin, c'est vraiment si moi il y avait un message, ce serait ça, c'est de se dire accueillir toutes ces facettes de nous, elles peuvent toutes exister. Et en fait, si justement je crois que je suis une personne sociable qui est dans le lien et pour qui c'est important, je vais mettre toute la valeur là-dessus. Sauf que il y a une autre part de moi qui n'est pas nourrie là. Et en fait, que je ne respecte pas parce que je la juge comme étant, justement, du coup, et avec tout ce que je peux me raconter là-dessus, bah oui, finalement, t'es dans ta grotte, tu fais ton ermite, il y a des moments où tu n'as pas envie de parler, etc., etc. Mais non, mais en fait, j'ai plein de facettes et c'est justement cette richesse qui permet au moment où je vais être en lien, d'y mettre de la conscience et du choix, au moment où je vais être en solo, d'y mettre de la conscience et de trouver ce plaisir-là, qui va me redonner envie d'être en lien, etc. Et voilà, je pense, ce qu'on a aussi beaucoup partagé aujourd'hui, c'est aussi cette notion de mouvement, mine de rien, dans nos vies, Mais c'est ça. de complexité dans On le, est tu vois. plusieurs personnes, hein, sans être Ouais, c'est ça. schizophrène, mais c'est pas, c'est pas de la Mais c'est schizophrénie, mais ça, mais ouais, on est ouais. plusieurs personnes à la fois. Mm, Et la relation avec l'autre mm, passe aussi par ça. mm, La relation qu'on peut développer dans le travail va pas être automatiquement sur les mêmes bases que la relation sociale amicale, que la relation familiale. Et pourtant, on va y trouver quand même des valeurs communes à ces relations. mm, Il y a on le sait, dans les collaborateurs ou dans les collègues, il y a des personnes qu'on apprécie plus ou moins parce qu'il y a une question d'affinité. Et les affinités peuvent être différentes. Il y a des personnes avec qui on peut avoir beaucoup d'affinités, de sympathie, mais en revanche, si on a besoin de partager un projet, on va peut-être s'orienter vers des personnes avec qui on est un petit peu moins en affinité, mais dont on reconnaît la valeur mm, travail, les compétences, les savoir-faire. mm, Donc en fait, c'est ça on a tous, comme tu dis, des différentes facettes, des différentes personnalités. C'est pas vraiment le terme, c'est différents aspects de la personnalité. mhm. Et c'est ce qui forme la personnalité de quelqu'un. Ouais, la richesse, Une personne qui la vit richesse. qu'avec des œillères se ferme à beaucoup de choses Ouais. et empêche justement le contact avec les autres. J'aime le contact avec les autres. Mm, On a tous dans notre entourage des personnes avec qui il est toujours compliqué de discuter parce que on ne trouve pas véritablement d'accroche, ou du moins la paroi paraît très lisse, mm, et on a du mal à approfondir une discussion, un échange, ou à construire une idée. Et je pense qu'il faut accepter ces différentes facettes, il faut les connaître, les reconnaître, mm, c'est-à-dire les reconnaître, c'est-à-dire savoir à quel moment elles se mettent en place également, parce que dans son choix certaines décisions, à un moment donné, on a tous des décisions parfois irrationnelles, coup de cœur, etc. Et puis d'autres qui sont d'intuition. très réfléchies, très construites. Voilà. Et puis au moment où on a fini de la construire, on dit, ça y est,
déterminé, c'est cette maison-là que j'achète parce que ça remplit les critères, etc. Puis au moment de prendre le stylo pour signer, dire est-ce que je ne fais pas une bêtise? Est-ce que, en fin de compte, parce que rappelle-toi, l'autre qu'on a vu quand même, elle était vachement chouette, elle nous plaisait bien quand même, il y avait le coup de cœur. Voilà, c'est ça qui est amusant. Ouais. Mais c'est déroutant parfois. Mais Oui, à côté de c'est ça, riche, c'est l'expérience humaine. c'est riche. Voilà, c'est l'expérience humaine. Et l'acceptation de soi, c'est d'accepter que l'on soit comme ça, avec ces différentes facettes. C'est d'accepter que il y a des moments, comme tu disais, des moments où c'est pas de la solitude, mais on a besoin de se retrouver soi-même, et puis d'autres moments où on a envie, au contraire, d'offrir aux autres ce que l'on peut apporter et de s'enrichir des autres. Voilà, c'est normal. D'accueillir effectivement tout ça sans jugement et ne pas croire aux histoires qu'on se raconte, justement, quand on commence à se définir et que ça devient limitant, Voilà. en disant moi je suis, et là je pense à pas mal de personnes, j'ai eu plusieurs échanges, j'allais dire cette dernière année, de personnes qui se considéraient, ouais, je suis quelqu'un d'apathique, je suis quelqu'un de mou, etc., etc. Et en fait, qui ont fini par croire des choses qu'on pouvait leur dire dans un environnement particulier et à croire que du coup, c'était leur nature. Alors qu'en fait, je te change d'environnement, tu n'es plus la même personne. Donc voilà, on est beaucoup plus riche, beaucoup plus en mouvement que ce que l'on croit. Pour terminer, Pascal, ce que j'aimerais te poser comme question, parce que je crois qu'on pourrait parler des heures de toute façon. On n'aura pas fini de discuter. Je te jure, non. On se retrouvera, on fera des épisodes pour la suite. J'aimerais te demander, je vais te prendre 3 personnes. Un jeune de 15 ans, une personne qui débute dans l'activité active autour de 25 ans et une personne de 53 ans. Allez, on va partir sur ces 3 profils. Donc 15, 25 et 53. Il y a du 5 là-dedans. Si tu avais un mot à leur dire à chacune, je te laisse choisir par la personne à qui tu souhaites t'adresser en premier. Un mot ou une phrase, un conseil. Je vais commencer par celui de 15 ans. Ouais. Je lui dirais juste une chose. Crois en toi. Crois en ce que tu es et ne renonce jamais à faire ce que tu as envie et ce que tu aimes faire. Okay. Voilà. Ça, pour moi, c'est la base parce que c'est ce qui va lui permettre de toujours aller rechercher justement ce qui lui convient à lui et pas au lieu d'un autre. Ouais. La personne de 25 ans, ouais, si on prend dans la chronologie, la personne de 25 ans, j'aurais tendance à lui dire on t'a appris beaucoup de choses, on t'a enseigné, on t'a fait apprendre beaucoup de choses, dis-toi que tu ne sais rien. Et qu'à partir de maintenant, tu as la maturité en revanche pour découvrir, pour apprendre et pour faire tes choix, pas ceux qu'on t'a demandé de faire. Voilà, mais déjà prendre conscience qu'à 25 ans, alors tu n'es pas de cette génération, mais moi je suis de la chanson de Gabin qui disait je sais, puis à la fin de sa vie qui dit en fin de compte je sais que je ne saurai jamais. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à 25 ans on est pétri de certitude, c'est normal parce qu'on nous a appris à nous construire comme cela, voilà. Mais non, en fait on ne sait rien, on ne fait que découvrir et ce qui est intéressant c'est d'aller découvrir avec les autres, pas tout seul dans son coin. À celui de 53, je dirais c'est maintenant. Il n'est jamais trop tard pour s'épanouir vraiment. Il n'est jamais trop tard pour prendre du plaisir dans la vie, pour faire ses choix de vie, pour changer de vie. Il n'est jamais trop tard pour évaluer ce qui vraiment fait vibrer le cœur, la tête, l'esprit. Il n'est jamais trop tard pour se dire que la vie est belle et qu'il suffit de l'embrasser. Yes. Voilà. Parce que malheureusement, trop de quinquas aujourd'hui se disent, de toute façon, c'est trop tard. Et si j'avais 20 ans de moins, voilà ce que je ferais. Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Voilà, en gros, ce que j'espère surtout, c'est que cet échange ouvrira à certains peut-être une réflexion, une pensée. Tu sais que je suis disponible pour échanger s'il y a des personnes qui, suite à l'écoute de ce podcast, a envie justement d'engager la conversation. Je suis toujours aussi motivé
pour dire l'intérêt de la visio s'il y a 3, 4 personnes qui ont envie d'échanger pendant 1 heure sur des expériences, sur du vécu, sur pourquoi pas. C'est l'intérêt de la visio. On peut le faire quand on est aux 4 coins de France. Ça ne coûte rien, c'est facile. Et pour des personnes qui sont un peu dans le doute ou des personnes qui, au contraire, ont une expérience à faire partager aussi à d'autres, à t'accompagner dans cette démarche, en tout cas, Rosanne, c'est un plaisir. Voilà. Merci beaucoup parce que ça fait effectivement partie de, là. Donc là, du coup, on va parler du backstage, mais on enregistre, on est au mois de juin et je suis en pleine session d'enregistrement et je nourris aussi des échanges pour laisser mûrir ma vision et la vision, il y a vraiment une idée de ensemble parce que quand on est seul dans sa vie, dans ses blocages, dans ses paradigmes, dans ses systèmes de pensée, moi j'ai confiance totalement dans le fait que les personnes qui devront raisonner avec cet échange à peut-être une phrase, un mot, je suis toujours surprise parce que les gens retiennent. C'est souvent pas ce que moi j'ai retenu de l'échange, mais c'est exactement ce qui est juste pour elles. Donc moi j'ai vraiment confiance en cette magie-là et j'ai vraiment envie de créer ces espaces-là. Donc on en reparlera, mais j'ai vraiment envie de pouvoir donner ces espaces où on vient échanger, voilà, pouvoir partager d'humain à humain et l'idée, c'est pas de tous être d'accord puisqu'on sait qu'on ne sait rien. C'est plutôt de s'enrichir de ces visions, de ces visions qui sont pas juste pensées, qui sont aussi, j'allais dire, incarnées. Je pense que c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Avec à la fois peut-être de l'expérience, mais peut-être aussi. J'ai pas encore prévu d'interview de jeunes de 15 ans, mais peut-être que voilà, il y a des personnes aussi qui ont des visions incroyables alors qu'elles démarrent dans la vie. Et de se nourrir les uns des autres et pour que chacun puisse se construire sa propre vision. Et puis l'avantage à 15 ans, c'est qu'on a le droit d'avoir une vision, mais aussi des illusions. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Pascal. C'est moi, Rosanne, je te souhaite une très belle fin de journée. Merci, toi également. Et puis, du coup, à très vite. À tout bientôt.